5 jours à la campagne, je me suis dit que c'était l'occasion de vous tourner un petit vlog dans lequel je lis 5 livres pendant 5 jours, 5 livres très courts puisqu'ils font moins de 200 pages chacun. Et vous verrez, il y a des trucs pas mal. Et on commence ce challenge avec Les employés de Olga Ravn. Je sais pas quoi penser de ce livre, c'était assez bizarre. Franchement, c'était bizarre. Il fait 160 pages à peu près. Ouais, c'est ça. La numérotation s'arrête à 159, il y en a encore un peu. Donc ouais, à peu près 165 pages. Et en gros, il faut absolument lire la 4e de couverture avant de commencer le livre parce que sinon, vous n'allez pas du tout comprendre en fait ce qui se passe puisque la 4e de couverture explique le contexte. Puisque on est dans un vaisseau, donc le 6000e vaisseau, d'une compagnie totalitaire qui utilise des humains et des ressemblants. Donc les ressemblants, c'est des robots quoi, de l'intelligence artificielle qui ressemblent à des humains. Et ils ont découvert une nouvelle planète qui est la nouvelle découverte tout simplement. Et ils ont récupéré des artefacts extraterrestres. Donc ça, c'est ce que la 4e de couverture nous explique. Et on va rapidement comprendre que ces artefacts extraterrestres ont un impact sur la population du vaisseau et sur les employés justement, et que ça va commencer à dérégler leur bon fonctionnement et à rendre le tout un peu chaotique. Et il y a petit à petit des choses qui se sont passées qu'on va comprendre via les déclarations des employés, parce qu'en fait c'est assez spécifique. On suit des dépositions. Vous voyez là, déposition 4, ensuite ça continue, déposition 35, déposition 38, et à chaque fois c'est des humains ou des ressemblants. On comprend des fois qui ils sont et ils vont répondre aux questions de l'équipe qui est chargée d'analyser l'impact que justement ces objets, ces artefacts ont. On comprend pas vraiment ce que ces objets sont, on comprend qu'ils sont dotés d'une forme d'intelligence, de certaines émotions. C'est quelque chose qui a l'air totalement inerte et qui a l'air d'être pourtant animé d'intelligence et de sentiments. Et à force de côtoyer ces objets, les employés vont, entre guillemets, remettre en question leur état d'intelligence artificielle, de robot, le fait d'être humain et d'avoir dû quitter la Terre, ce qu'ils ont dû quitter, leur famille, etc. Et ça va créer des dissonances au sein du vaisseau. C'était quand même vraiment bizarre. Franchement, quand je suis arrivée à la moitié, je me disais mais où est-ce que ça va? Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est ni bon ni mauvais en fait. Je trouve ça très original dans la manière dont la narration est construite et ce qui est dit et la construction du récit. Il y a des points assez intelligents qui sont soulevés et elle arrive quand même à nous faire comprendre beaucoup de choses sans les dire et simplement en imitant et en mimant ces espèces de déclarations. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu frustrant parce que on comprend pas trop déjà quelle est cette compagnie, on comprend pas ses employés, on comprend pas quel est leur but, on comprend juste qu'ils travaillent mais on ne sait même pas ce qu'ils font, juste qu'ils sont employés sur ce vaisseau. Quelle est leur tâche? Aucune idée. On comprend pas les artefacts, ce que c'est la nouvelle découverte, on sait pas non plus. Et donc il y a le côté un peu, moi dans la SF ce que j'aime bien, c'est quand même qu'on essaye d'imaginer ces formes de vie, ces formes de technologie, d'intelligence, enfin j'en sais rien. Et là on n'a pas tout ça, c'est pas développé, donc c'était pas mal, mais je pense que c'est vraiment pour des gens qui ont envie de SF qui change un peu de l'ordinaire, mais par exemple pour commencer la SF, ou pour quelqu'un qui a envie de code vraiment marqué de science-fiction, ne vous dirigez pas vers ce livre, ne commencez pas la SF avec ça, parce que vous allez vous dire c'est trop bizarre, et c'est vraiment très bizarre. Ensuite, on continue dans la science-fiction avec un classique de chez Classique, puisque j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle. Verdict sur La planète des singes de Pierre Boulle. Alors, je suis mitigée dans le sens où c'est un très bon texte. Après, j'ai pas été surprise parce que je pense, comme beaucoup d'entre vous, je connais l'histoire, j'ai déjà vu le film avec leur déguisement absolument horrible de singes. Donc je connaissais le dénouement, je connaissais un peu le cliffhanger à la fin, mais l'histoire est quand même hyper chouette. Enfin, en soi, objectivement, l'histoire est incroyable, même si j'ai pas été surprise, j'ai vraiment apprécié la façon dont c'était mis en scène. Pour vous résumer un peu,
c'est des scientifiques qui partent de la Terre et qui vont dans un autre système solaire. Est-ce que c'est dit Betelgeuse. Voilà, une planète proche de Betelgeuse. Ils arrivent, ils aperçoivent des routes, ils aperçoivent des maisons. Ça ressemble à une civilisation comme la civilisation humaine sur Terre. Sauf que ils se rendent rapidement compte que la forme d'intelligence, c'est des singes et que les humains, c'est des êtres sans âme et sans conscience. Donc en gros, les rôles sont inversés. Les êtres intelligents sont des singes, gorilles, orang-outans et chimpanzés, et les humains sont juste des animaux sauvages qui ne sont pas capables de parler, qui ne sont pas capables de s'exprimer. Et donc il y a toute une réflexion autour de qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que la bestialité dans ce livre qui est très sympa. Mais pourquoi je suis mitigée? Parce que je trouve que ça a mal vieilli quand même. Je trouve que ça a mal vieilli parce que le personnage principal, les gars, est insupportable. Vraiment, je l'ai détesté. Il s'appelle Ulysse, ce mec, donc je sais pas si c'est un peu un clin d'œil de Ulysse qui est dans un voyage loin de chez lui, etc. Mais en gros, au début, il va être capturé en tant qu'homme, il va essayer de faire comprendre aux singes que non, il est intelligent et tout. Et il est tellement prétentieux, il a un ego surdimensionné, vraiment, le mec a un boulard comme as, et il est plus intelligent, il sait mieux que tout le monde, sa forme d'intelligence à lui est quand même un peu supérieure, même s'il est face à des singes qui sont un tout soit peu intelligents, hein, mais non, leur forme d'intelligence humaine est bien supérieure à leur forme d'intelligence de singe. Bref, vraiment, la manière, des fois il a des réflexions et la manière dont il pense est absolument insupportable. Il m'a fait grincer des dents tellement de fois. Et aussi, là où ça a mal vieilli, c'est que les mecs, donc ces 4 scientifiques masculins, se posent sur la planète des singes. Ils croisent une femelle humaine à l'état sauvage, et alors ils disent clairement qu'elle a l'air très très jeune, donc je pense style c'est une adolescente ou très jeune adulte, genre 16-18 ans, j'en sais rien. Alors les mecs en 2 secondes la sexualisent, c'est-à-dire qu'ils voient une femme à poil qui est un animal, hein, qui n'a aucune intelligence, pensée dans le regard, qui ressemble littéralement à un singe, sauf que c'est un humain, et directement à son corps. Oh, il parle de ses courbes, oh elle est gracile, oh elle est tellement belle et machin. Mec, tu sexualises un putain d'animal, c'est-à-dire que c'est comme si tu voyais une guenon et que tu te disais ouais c'est courbe et machin, et que tu te mettais à la désirer sexuellement. Donc ok, des fois il se dit oui c'est un peu bizarre que je la désire parce que techniquement c'est un animal, mais la pensée hein, ne le gêne pas plus longtemps que ça. Et voilà, c'est vraiment l'archétype du on prend de la science-fiction, très peu de personnages féminins, tous les personnages féminins sont forcément sexualisés ou in love des personnages masculins, bref. Ça couplé au fait que le personnage principal est insupportable et qu'il a un melon en gros comme une planète. Il y a des moments quoi où ça se sentait hein, que le truc a été écrit en 1963. Hormis ça, c'est vraiment très sympa la manière dont ils expliquent l'intrigue. De nouveau, je pense que je vous apprends rien, même si je spoil pas. Parce qu'on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'intrigue de la planète des singes. Mais si c'est le cas, si vous connaissez pas, vraiment plongez-vous dans le livre ou dans le film parce que c'est très sympa. Le cliffhanger est un peu moins spectaculaire dans le livre que dans le film, mais voilà, c'est une très bonne intrigue de SF. Mais il y a un peu ce côté très ethnocentré, très l'humain est plus grand que tout, c'est-à-dire que même si on découvre une autre forme d'intelligence, oh, elle est quand même un peu moins bien que l'homme, oh, ils sont quand même moins évolués, on était quand même au-dessus. Genre, les mecs ont tout compris alors qu'ils sont à des années-lumière de leur planète, mais non. Bref, c'est un peu agaçant, surtout quand on est dans une période où on voit beaucoup de SF positive à la Becky Chambers, où les personnes sont curieuses, sont ouvertes à voir vraiment des scientifiques comme ça qui arrivent et qui sont fermés d'esprit, qui n'ont aucune curiosité presque, ou alors leur curiosité c'est vraiment
pour satisfaire leur ego ou satisfaire leurs propres pensées, leurs propres déductions. Il y a vraiment quelque chose de très égoïste dans toute leur démarche. Et lui s'imagine le sauveur de l'humanité. Enfin bref, c'est vraiment... c'est un peu fatigant. Et ouais, il n'y a pas cette curiosité intellectuelle face à une autre forme de vie. Il y a vraiment ce côté où je juge tout à travers mon prisme d'humain et je m'en contrefous de savoir que c'est potentiellement une autre civilisation qui s'est développée différemment sur une autre planète avec des sources, des ressources différentes. On s'en fout, tout ce qui compte, c'est moi, mon petit prisme d'humain. Donc voilà, ça m'a un peu énervée. Sinon, ça reste une bonne intrigue de SF en 160 pages, 180 pages. Ça reste une bonne intrigue de SF. C'est bien mené, c'est assez surprenant. C'est un peu vieux et ça n'a pas très bien vieilli. Ensuite, j'ai eu la très bonne surprise de découvrir Le Puits d'Ivan Repila, un auteur espagnol qui m'a beaucoup plu. Je vous reprends parce que j'ai terminé Le Puits de Ivan Repila. Et mon Dieu, ce livre est une claque, ce livre est d'une violence, d'une noirceur, c'est assez fou. Vraiment, c'est un condensé d'émotions en littéralement 121 pages, donc c'est hyper court. Et c'est vraiment incroyable. L'histoire de ce livre, c'est un livre sur la fraternité, sur la vengeance, sur la survie. En gros, c'est l'histoire de deux petits garçons et ils sont au fond d'un puits. Donc l'histoire commence, ils sont déjà au fond de ce puits. Ils sont coincés, le puits fait genre 7 mètres de haut, 8 mètres de haut, ils peuvent pas en sortir. On connaît pas leur nom, on connaît pas vraiment leur âge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a le petit et le grand. On sait pas non plus comment ils sont tombés dans ce puits, comment ils ont atterri en fait tout simplement dans ce puits. Ils sont juste coincés, ils veulent en sortir mais ils n'y arrivent pas. Et tout le livre, c'est l'histoire de leur survie, l'histoire du sacrifice, l'histoire de leur cohabitation au fond de ce puits, comment ils vont survivre. Ils vont y rester très longtemps, donc il y a quand même un peu de matière à raconter. Mais c'est un livre qui aborde le thème de la folie, comment on fait pour rester sain d'esprit, comment on fait pour rester soi-même, comment on fait pour continuer à savoir ce qu'est la réalité, ce qu'est notre imaginaire, etc. quand on est littéralement au fond d'un puits dans le noir à survivre depuis des jours et des jours et des jours. Mais c'est assez difficile à résumer parce qu'en fait c'est vraiment l'histoire de cette survie. Petit à petit on apprend quand même un peu comment ils sont arrivés là et il faut vraiment aller jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a vraiment une force, une violence, une bestialité qui se dégage de ce livre. On comprend les choix, on comprend la façon de voir les choses des frères parce qu'en fait au fil du temps, pendant leur survie, ils évoluent très différemment, ils font des choix, ils prennent des décisions qui peuvent sembler un peu bizarres et finalement tout prend sens à la fin. L'auteur réussit à nous mettre des éléments en tête et à nous les faire oublier et en fait on est vraiment dans un huis clos hyper fermé parce que c'est pas un huis clos genre une maison, c'est pas un huis clos genre un village, c'est un puits. Ils sont dans un puits et nous, on est dans le puits avec eux. C'est-à-dire qu'en lisant ce livre, moi j'avais l'impression qu'il y avait rien d'autre autour. J'avais l'impression que moi aussi j'étais dans ce puits, j'avais l'impression que moi aussi j'allais devenir folle, j'avais l'impression que moi aussi j'étais en train de mourir de faim, d'avoir soif, d'être vraiment comme ça au bord de la folie. Et je ressentais cette violence, cette haine, des fois qu'ils avaient l'un pour l'autre, cette pitié, cet amour aussi. Ils passent par tous les stades, ils se détestent, ils s'adorent, ils se soutiennent. C'est vraiment hyper fort parce que l'auteur a réussi comme ça à nous dépeindre, je trouve, avec beaucoup de subtilité et beaucoup de nuances, ce que peut être la folie, en un texte qui est très court, puisque de nouveau il fait 120 pages. Je l'ai lu, je crois, en 1 heure, à peu près, une bonne heure, ouais. Et bref, c'est vraiment difficile à expliquer parce que c'est un livre d'émotion. C'est un livre où vraiment vous le lisez et ici vous met une claque. C'est que voilà, c'est réussi et c'est vraiment ça le but de ce livre. C'est pas vraiment l'intrigue puisque l'intrigue sert de point de départ
à cette introspection, à cette analyse de l'esprit humain. Et je trouve que c'était une prouesse, vraiment, je suis hyper contente d'avoir lu ce livre. Et je me dis que je le relirai sûrement. Je pense que ça fait partie des livres qu'on relit au moins une fois dans sa vie. Parce que je pense que j'y repenserai et je pense qu'il restera avec moi quelques temps dans mon esprit. Dites-moi si vous l'avez lu aussi et si ça vous a fait le même effet. Je pense que c'est vraiment un livre qui nous happe entièrement ou à côté duquel on passe, ce qui peut être aussi totalement possible. C'est tellement sombre aussi en fait que je comprends qu'on puisse être mal à l'aise. C'est tellement sombre, on est tellement dans quelque chose d'animal, de bestial, organique presque, que je comprends qu'ils puissent mettre mal à l'aise, je comprends qu'ils flirtent un peu trop près avec la folie. En plus c'est des enfants, donc pour le coup c'est encore un peu plus glauque. Mais si vous n'avez pas peur des textes sombres, les gars, incroyable. J'ai ensuite plongé dans un univers assez étrange avec L'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui trouve refuge sur une île. En gros, on comprend qu'il est recherché par la police, mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait. C'est juste un fugitif. Et sur cette île sur laquelle il vit, il va voir apparaître des gens, donc un groupe d'à peu près une bonne dizaine de personnes, je crois, qui n'ont pas l'air de prêter attention à lui, qui n'ont pas l'air de remarquer sa présence, qui n'ont pas l'air de le voir. Et en gros, il va essayer de percer le mystère de la présence de ces personnes sur cette île. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce qu'en même temps, rien qu'en connaissant le résumé, parce qu'en fait il y a une petite partie de l'information là que je vous dis pas, qui est dit dans le résumé, même si on le comprend vite, je trouve que rien que le fait de savoir cette information, souvent, on devine en fait tout simplement ce qui va se passer et le dénouement, quoi, le résultat de cette histoire, parce qu'il y a le titre, parce qu'il y a cette partie de l'information. Et je préfère pas vous la dire pour que vous puissiez peut-être avoir la surprise, j'en sais rien. Mais si le peu que je vous ai dit, donc ce fugitif qui est sur cette île, île très hostile, on parle beaucoup des marées, il n'y a pas beaucoup d'animaux, ils ont l'air d'avoir un peu tous fui l'île, elle est d'ailleurs totalement presque inconnue des gens, personne ne vient jamais, et en fait c'est pour ça aussi qu'un marchand italien a conseillé à notre personnage principal d'aller se cacher là-bas, puisque absolument personne n'y va jamais, donc il était entre guillemets en sécurité. Sur cette île, il y a une piscine, il y a un musée et il y a une église. C'est vraiment très bizarre, on est vraiment sur une île extrêmement hostile, extrêmement sauvage, avec ces espèces de constructions abandonnées qui sont ici, qui sont assez quand même grandes et luxueuses, enfin ça peut quand même accueillir des personnes. Il y a beaucoup de mystères quoi, autour de la présence de ces constructions sur cette île, ces estivants qui arrivent ensuite et qui se comportent de manière assez étrange, et notre personnage principal qui, dès le début, est dans un mindset un peu paranoïaque. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils font pas attention à lui parce qu'ils essayent de le punir, parce qu'ils essayent de l'humilier. Lui-même va s'attacher à une femme qu'il voit un peu de loin qui s'appelle Faustine, et il pense qu'elle l'ignore exprès. Il pense que ils essayent de le châtier, de l'humilier, de lui faire comprendre que ils savent ce qu'il a fait, ils savent que c'est un fugitif, etc. Donc en fait, toute la première partie du roman, on commence nous-mêmes en tant que lecteur à comprendre ce qu'il est en train de se passer. Enfin moi je trouve qu'en tout cas j'ai compris très rapidement. Et notre personnage lui est encore dans l'incompréhension. Donc en fait il y a une petite partie désillusion et un peu folie parce que il vit un peu comme une bête sauvage, il survit et en même temps il prenne un peu sa place, il a un peu envie de s'intégrer à ce groupe qui regarde un peu de loin, qu'il a l'air à la fois d'admirer et de haïr, un peu comme il a une relation d'amour-haine avec lui-même, avec la nature, donc c'est assez particulier. La narration, j'ai pas été très fan parce que c'est assez tranché, c'est assez absurde. En gros, on suit tout à travers le journal, même s'il n'y a pas de date, et il n'y a pas de chapitre, donc c'est que des sauts de paragraphes et des sauts de lignes, mais c'est notre personnage principal qui écrit dans son journal,
et qui s'adresse aussi à nous. Par exemple, excusez-moi si je suis pas très claire là, ou je vais essayer de rendre ces dialogues les plus réalistes possibles, ou désolé si ça n'a pas l'air réaliste, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Donc il s'adresse vraiment directement à nous, en tout cas à la personne qui lira son journal plus tard. Et vu qu'il est un peu dans la désillusion, dans la paranoïa, légèrement dans la folie, même s'il fait preuve aussi de beaucoup de compréhension par rapport à d'autres choses, donc c'est assez intéressant. Et comme il est dans ces états d'esprit un peu flous, ses écrits sont évidemment aussi un peu flous. Et ouais, l'histoire m'a plu, ce qui s'y passe, les réflexions qu'il y a autour de l'immortalité, autour de l'image, l'âme, qu'est-ce que c'est être vivant, qu'est-ce que c'est être mort. Il y a une réflexion très intéressante sur beaucoup de sujets philosophiques et qui captive l'être humain depuis la nuit des temps, depuis les plus grands philosophes, etc. Donc cette réflexion-là sur l'immortalité, l'image, la mort, l'âme, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le récit était un peu trop haché, un peu trop tranché, un peu trop fouillis et un peu trop absurde à mon goût. Et par contre, je pense que ça ferait une pièce de théâtre exceptionnelle. Alors ça a forcément été repris et adapté, je pense, par des scénaristes et réalisateurs. Je sais pas s'il y a un film, mais en pièce de théâtre, ça doit être exceptionnel parce qu'il y a un côté quiproquo, il y a un côté où toi en tant que spectateur, tu comprends des choses, tu sais des choses que l'autre ne sait pas. Et je trouve que là en livre, ça a été moyennement réussi en termes de narration, mais par contre, l'histoire, la mise en scène correspondrait parfaitement à une pièce de théâtre. Donc si ça existe, je pense que je la regarderai parce que je pense que c'est très intéressant. L'histoire est très intéressante et assez originale pour je sais même pas en quelle année ça a été écrit. 1940, ok, 1940. Donc voilà, c'est quand même assez pertinent et les réflexions justement qui sont abordées sont hyper actuelles. Même si voilà, faut moderniser un peu les propos, mais ça s'adapte extrêmement bien à notre société qui est beaucoup autour de l'image avec les réseaux sociaux, etc. Et les réflexions sont hyper actuelles, elles sont hyper pertinentes. Donc voilà, c'est un peu en demi-teinte au niveau de mon avis, puisque j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les réflexions, mais qu'au niveau de la narration, ça l'a un peu moins fait pour moi. Mais c'était très chouette. Et on finit avec une petite pépite puisque j'ai lu Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Et enfin, ce matin, en buvant mon café, j'ai lu Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Et exceptionnel, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc c'est une nouvelle qui est extrêmement courte. Je suis désolée si on entend les oiseaux, c'est possible parce que j'ai la fenêtre ouverte juste en face de moi et qu'il y a beaucoup d'oiseaux à la campagne. Donc une nouvelle extrêmement courte puisqu'elle fait 59 pages. Donc pour vous dire que vraiment je l'ai lu en buvant mon café, c'est littéralement le temps d'un grand café quoi. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai pas lu beaucoup de Dostoïevski dans ma vie, mais cette petite nouvelle, je l'ai trouvée extrêmement bien construite et très impactante. Alors, c'est un peu dur de vous résumer puisqu'il y a 3 parties qui font 20 pages, donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais juste vous résumer la première partie. En gros, c'est un homme qui pense que il est ridicule, que tout le monde voit, comprend qu'il est ridicule, il l'a presque accepté. Il se pense ridicule, il est ridicule. Il a aussi perdu tout attrait pour la vie dans le sens où plus rien ne lui fait de l'effet et il a décidé qu'il allait se suicider. Un jour, il rentre chez lui. Il est vraiment décidé que ce sera ce soir-là. Il a acheté un pistolet, ça fait 2 mois qu'il l'a, mais il l'a pas utilisé. Mais là, il est vraiment persuadé, ce sera pour ce soir, il va se suicider. Vraiment, il pense que... Il est très serein par rapport à ça, c'est simplement que... il n'a plus aucun goût pour la vie, donc bah voilà, autant partir. Et sur le chemin, il y a une petite fille qui va lui demander de l'aide, parce que sa maman, il comprend rapidement, voilà, elle dit maman, il comprend rapidement que sa maman a peut-être besoin d'aide, qu'elle est en danger ou qu'il est arrivé quelque chose. Et il va la repousser extrêmement violemment en lui disant va-t'en, etc. Donc nous, on est un peu choqués par son inhumanité. Il rentre chez lui et là, il se dit mince, normalement, je n'ai plus aucun attrait pour la vie, donc plus rien ne doit me mouvoir. Et cette petite fille m'a émue et j'ai essayé de pousser l'expérience encore plus loin et de voir si en la repoussant alors qu'elle me demandait de l'aide, j'allais me sentir honteux. Il se sent honteux. Et là, il s'est dit mince, je ressens des choses. C'était pas prévu, je ne devrais pas. Et donc, il va s'endormir. Et là arrive la deuxième partie, puisqu'il va faire un rêve.
Et la troisième partie, c'est les conséquences, les enseignements de ce rêve. Je ne vais pas vous dire de quoi traite ce rêve puisqu'il faut le découvrir par soi-même, mais je vais un peu peut-être vous parler des thèmes que ça aborde. Et on passe en gros par un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que la deuxième partie, c'est une ode à l'humanité, c'est une ode à la vie, une ode à l'amour, à la paix intérieure, à la collectivité. Enfin vraiment, c'est presque utopique, c'est extrêmement positif. Ouais, ça prône la vie dans tout ce qu'elle a de plus beau, dans les bonheurs quotidiens, dans le fait de se sentir juste heureux de vivre en entendant le chant des oiseaux, en regardant le ciel bleu, j'en sais rien, une ode à la vie. Et la seconde partie, on est... Oui, est-ce qu'il y en a 4 ? Je suis en train de dire peut-être des bêtises. Ah oui, mais il y en a 5. Ok, donc la meuf vous dit n'importe quoi. Ok, donc, première partie, ce que je vous ai raconté. Deuxième partie, le rêve. Troisième partie, la vérité dans ce rêve, l'espèce de vérité qui va en tirer. Et ensuite, partie 4 et 5, c'est le retour à la réalité, on va dire. Et donc, la partie qui est sur le rêve, elle est extrêmement douce. Et ensuite, dans les parties suivantes, on va parler un peu d'une petite descente aux enfers, dans le sens où on va aborder ce qu'il y a de pire chez l'espèce humaine, les vices, les guerres, la violence qu'il y a inhérente à notre existence. C'est un peu le côté de l'homme est violent par nature. Et bon, après cette ode à la vie, on a plutôt une espèce de descente et de réflexion autour du fait que on est un peu corrompu hein, dans notre moelle, dans notre existence. Et notre personnage principal va en tirer des leçons, des conclusions, va littéralement changer sa vie par rapport à ces enseignements qu'il va tirer de ce rêve. J'ai peut-être l'impression de vous en avoir trop dit et en même temps, je sais pas comment vous donner envie de lire ce livre sans quand même vous donner quelques infos hein, et quelques thèmes abordés. Sachez que la puissance de ce texte, ça tient dans l'écriture. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement touchant, direct, impactant. En 60 pages, il arrive à nous faire passer par plein d'émotions, il arrive à aborder tellement de sujets, il arrive à nous parler du pire et du meilleur et à nous donner une leçon. Je trouve que c'est un texte à relire, à re-relire et à re-relire pendant un café, pendant une pause déjeuner, j'en sais rien. Et à chaque fois qu'on le relit, on doit en tirer des enseignements différents et on doit comprendre et saisir des petites bribes d'informations qu'on n'avait peut-être pas saisies avant. En tout cas, je vous le conseille 1000 fois, nouvelle extrêmement touchante. Pareil, ne lisez pas la 4e de couverture. Moi, je l'avais pas lu. Je sais même plus comment j'étais tombée sur ce livre, mais je ne savais pas de quoi ça parlait. Et il ne faut pas lire la 4e de couverture puisqu'elle vous spoil beaucoup de choses que moi j'ai trouvé extrêmement intéressantes et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant aimé, c'est que j'ai plongé dans ce livre, dans cette nouvelle, sans savoir du tout de quoi ça allait parler et je me suis laissée porter, je me suis laissée surprendre. Et ce voyage en fait un peu spirituel, un peu mystique aussi, il faut vraiment y aller et se laisser porter et ne rien attendre et ne pas se mettre d'idées en tête parce que si on connaît un peu les thématiques ou la thématique majeure abordée que je vous ai pas dit, on s'attend peut-être à quelque chose. Je suis sûre qu'on s'attend à quelque chose, qu'on s'attend à un résultat, qu'on s'attend à un traitement. Et si vous ne savez pas quelle est cette thématique, vous y allez vraiment l'esprit ouvert. Et voilà, il faut se laisser surprendre. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir été très claire sur cet avis, mais si vous aimez les nouvelles sur la condition humaine, avec un peu de spiritualité, un peu de mysticisme, je vous conseille. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que des 5 que je vous ai présentés, avec Le Puits, c'était mes 2 lectures préférées. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées de lecture. En plus, elles sont courtes et elles font moins de 200 pages, donc franchement, je vous gâte. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais plein de bisous.